On a perdu Zohar? Je ne vois plus. Oh non, il est là. Ok. Zohar et lui. La présentation s'affiche correctement? Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on peut commencer. Bonjour tout le monde. Je suis Nadine Adra. Je suis présidente régionale de l'AT2E Auvergne-Rhône-Alpes et je suis administratrice à l'AT2E. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce matin pour partager un moment pour parler donc, de l'optimisation énergétique grâce aux jumeaux numériques. Je tiens tout d'abord à remercier nos intervenants, donc que vous voyez devant vous, et je les remercie d'avoir accepté de partager leur expérience et leur connaissance sur ce sujet. Donc pendant 1 heure, nous allons parler de data, nous allons parler d'intelligence artificielle, nous allons parler de digital twin, de la data dans l'industrie et surtout, on va parler de cas pratiques, c'est-à-dire de cas d'application, de retour d'expérience terrain que nos intervenants vont partager avec nous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous allons revenir après chaque présentation et à la fin, on a prévu aussi un temps questions-réponses. C'est l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de pouvoir échanger avec vous et de voir aussi quelles sont vos problématiques. Avant de laisser la parole à nos intervenants, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'AT2E, sur les missions et les objectifs de l'AT2E. Donc l'AT2E qui est l'Association technique énergie-environnement, qui rassemble un nombre d'acteurs qui travaillent donc sur le sujet de l'énergie et de l'environnement, que ce soit sur la partie bâtiment, sur la partie industrie, transport, collectivité. Nous sommes organisés avec différentes délégations régionales. Donc, ces délégations régionales, dont celle de l'Auvergne-Rhône-Alpes que je représente avec Arthur ce matin. Donc, dans les délégations régionales, on a pour rôle aussi de diffuser l'information selon des problématiques parfois qui peuvent être régionales, et puis de faire des manifestations pour rassembler les adhérents et pour partager des retours d'expérience techniques. L'AT2E, c'est aussi les clubs. Je pense que tout le monde connaît le club certificat des économies d'énergie, les C2E, le club C2E, mais également d'autres clubs très techniques, comme la partie efficacité énergétique, le power to gas, le biogaz, le stockage de l'énergie. Donc, ce sont des clubs où on partage en fait de l'information technique et on fait évoluer pas mal de projets sur les sujets et on les partage pour les adhérents du club. La T2E aussi, c'est Énergie Plus, donc un bimensuel qui permet de partager une actualité sur l'énergie et beaucoup de pratiques et donc de retour terrain ou des informations sur l'actualité. Donc, je vais laisser la parole à Arthur Michel, qui est membre de la T2E Auvergne-Rhône-Alpes, qui va animer ce webinaire. Je vous souhaite bon webinaire à toutes et à tous. Donc, on va couper, nous, nos caméras, nos micros, mais on sera là avec vous pour que le webinaire soit intéressant pour tout le monde. Bon webinaire. Arthur. Merci Nadine. Juste un dernier petit mot de contexte par rapport à ce que la T2E a pu préparer jusqu'ici. Pour votre information, il existe des répertoires, des listings qui recensent un petit peu les différents entreprises qui ont créé des logiciels de gestion énergétique ou des solutions de télérelève. Voilà, il y a des guides pratiques qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. Et puis après,
Vous avez aussi des partenaires experts, généralement des bureaux d'études certifiés OPQI BI 1717 qui réalisent des audits énergétiques qui peuvent être des partenaires sur des points spécifiques énergie. En plus de ce que peut être proposé par nos intervenants juste après. Donc, je propose de donner la parole encore une fois à une dame, donc à Sandra Vassillon de chez Dalkia Analytics. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Sandra Vassillon, chef de projet d'Alkia Analytics, donc essentiellement sur la partie développement commercial. Et comme vous allez le voir en quelques mots, on a divisé ce webinaire en 3 parties pour montrer l'intérêt de la digitalisation pour baisser les factures énergétiques des sites industriels, mais pas que. Et on a décidé de faire un focus sur 2 parties. Donc déjà sur la partie production, optimisation de la production des utilités sur un site industriel. Donc c'est un périmètre sur lequel des sociétés comme Dalkia peuvent avoir la main en fournissant le P1. Donc on achète l'énergie primaire et on fournit l'utilité aux clients. Et bien sûr, on gère les équipements énergétiques, la conduite, l'exploitation, la maintenance. Mais la deuxième partie, c'est aussi l'optimisation de l'usage de ces utilités dans le process du client. Et là, c'est bien sûr le client, c'est l'industriel qui a la main. Donc, le service qu'on propose chez Dalkia, c'est le service Dalkia Analytics Powered by Metron. Tu peux changer de slide, Arthur. Et donc, c'est notre service de pilotage de la performance énergétique environnementale des sites industriels et donc de bout en bout, donc qui couvre les 2 périmètres que j'ai cités précédemment. Et en quelques mots, c'est l'alliance de l'expertise énergie d'Alkia et du logiciel Metron qui est à la pointe de la technologie sur, on va dire, du big data et du machine learning. Donc, comme vous l'aurez compris, ce service, il est bien sûr à destination de nos clients industriels, mais nous l'utilisons bien sûr en interne sur des périmètres complexes qui sont gérés par Dalkia. Donc, par exemple, la production de vapeur à partir de plusieurs chaudières gaz, mais aussi en récupérant de la chaleur sur le process client ou pour de la production d'air comprimé, etc. Et c'est justement l'objet de cette première partie sur laquelle je vais intervenir, de vous faire un retour d'expérience donc sur l'utilisation de Dalkia Analytics en interne chez nous. Voilà. Et donc, pour que ce soit un petit peu plus, ludique, on vous avait préparé une petite vidéo, donc qui est l'interview d'un energy manager chez nous, qui s'appelle David Alouche et qui travaille en région Nord-Ouest. Donc, il fait partie de la cellule qu'on appelle DESC, Dalkia Energy Saving Center. Donc, c'est des entités qu'on a dans chacune des régions d'Alkia qui nous permettent vraiment d'optimiser les consommations énergétiques de nos clients. Donc, David Alouche travaille, lui, sur il utilise Dalkia Analytics sur 5 sites industriels qui couvrent 2 secteurs d'activité, donc surtout l'agroalimentaire, mais on a également un site qui fait du papier. Et donc, la particularité de ces sites, c'est qu'ils ont des équipements énergétiques divers, mais aussi complexes. Donc, par exemple, on produit de la vapeur à partir de gaz ou aussi de chaufferie biomasse. On produit du fluide thermique à partir de gaz. On a également une cogénération avec une turbine à gaz et une chaudière de récupération vapeur, donc qui produit de l'électricité et de la vapeur. Et on a également une turbine à vapeur donc qui permet de produire de l'électricité à partir de la vapeur produite chez le client et aussi des compresseurs d'air pour produire de l'air comprimé. Donc voilà, je vais vous laisser regarder cette petite vidéo avec la vision de cet Energy Manager. Donc on vous partagera cette vidéo derrière parce qu'on a un petit souci de son, mais bon, comme elle est entièrement sous-titrée, vous allez pouvoir comprendre le message qu'il souhaite nous faire passer.
Tu peux reprendre la main, Sandra? Oui. Oui, alors bon, je suis désolée, hein, c'est vrai que ça devait pas être très simple à suivre, donc bon, je vais pas, on vous partagera cette vidéo pour que vous puissiez la regarder derrière. Mais en quelques mots, je vais pas tout vous résumer, mais en quelques mots, voilà, l'Energy Manager explique, par exemple, fait ressortir à la fin, il fait ressortir 3 valeurs ajoutées du service d'Alkia Analytics. Et donc, pour lui, l'élément le plus important, c'est le fait de pouvoir avoir ces tableaux de bord automatiques qui sont quasiment en temps réel et qui agrègent des données qui viennent de différentes sources, qui lui permettent de gagner beaucoup de temps. Et il montre l'exemple d'un rapport mensuel d'activité qu'il doit à son client et qui lui permet de gagner 1 à 2 heures chaque mois pour faire ce rapport d'activité. Et vous pourrez regarder ça. Il explique aussi que c'est intéressant parce que dès que son client lui pose une question, en gros, il a toutes les informations sur son tableau de bord et en quelques clics, il peut répondre rapidement et avec une réponse de qualité. Et la deuxième valeur ajoutée qu'il a citée, c'est la partie, on va dire, modélisation data science, le fait de pouvoir identifier tous les facteurs qui influent sur des consommations ou par exemple sur des rendements, et il donnait l'exemple du rendement de production de vapeur sur lequel il est engagé contractuellement par rapport à son client, et il explique que maintenant il peut prendre en compte l'effet de la récupération réelle de chaleur sur le process client pour calculer son rendement. Donc, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et il termine en expliquant l'utilité de Dalkia Analytics pour quantifier
des phénomènes qu'on peut connaître, mais c'est toujours dur de quantifier réellement derrière l'énergie ou les euros qui sont concernés. Et il donne l'exemple justement d'un compteur de chaleur qui est utilisé contractuellement parce qu'il est censé compter la chaleur récupérée sur le process client, et ce compteur est mal positionné, et donc on a pu avec l'outil faire des simulations pour montrer l'impact, de quantifier l'impact de ce mauvais placement de compteur, et donc aller argumenter au client la nécessité de le déplacer. Donc voilà les exemples qu'il a cités. Et je voulais terminer en vous expliquant que oui, c'est quelque chose qui est à destination donc de nos energy managers, mais qui est aussi à destination vraiment du terrain et de nos exploitants d'Alkia qui sont sur le terrain pour les aider dans la gestion au quotidien de leurs installations. Et donc là, par exemple, vous voyez à l'écran un exemple de tableau de bord qui est destiné à l'exploitant pour l'aider au pilotage, là par exemple, de la turbine à vapeur. Et en fait, en un coup d'œil, il peut voir s'il est dans les meilleures conditions pour produire de l'électricité. Et si l'indicateur n'est pas dans le vert, il peut aller voir différents autres indicateurs pour aller creuser et comprendre d'où peut venir l'anomalie. Et donc, en fait, je voulais montrer ce tableau de bord. Je le trouve intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose de simple pour l'utilisateur, pour l'exploitant qui voit une jauge, c'est orange, jaune ou vert. Mais en fait, derrière, il peut y avoir des règles, des conditions assez complexes pour sortir ce résultat-là. Donc là, par exemple, dans cet exemple concret, on récupère des données de mesures vibratoires de la turbine, et aussi bien sûr des données de consommation, de pression de vapeur, de production d'électricité, etc. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention pour cette partie-là, et on voulait vous montrer un retour sur l'utilisation d'Alkia Analytics donc en interne d'Alkia pour optimiser la production des utilités sur un site industriel. Donc je laisse la main à Thierry maintenant. Merci Sandra. Donc effectivement, après avoir regardé comment optimiser à l'amont la production d'un fluide comme la vapeur, je vous propose de regarder à l'aval, plus près des usages et process, comment utiliser avec plus d'efficacité à la fois l'énergie et les fluides. Et donc, je vous propose 3 cas d'usage. On peut changer de slide si tu veux, Arthur. 3 cas d'usage. Le premier, sur un procédé batch, comment optimiser la demande de gaz d'un four de fusion. Le deuxième, sur un procédé continu, comment optimiser la demande de gaz d'une ligne de galvanisation. Et le troisième cas sera comment optimiser dans un atelier, dans une industrie mécanique, les consommations d'électricité et d'air comprimé. Donc, on peut passer sur le premier cas. Et on a parlé dans l'introduction de jumeaux numériques, et cette première slide ne va pas parler de jumeaux numériques parce qu'un message assez important, c'est que le jumeau numérique va être un modèle très, très précis, fondé sur de l'analyse détaillée de données historiques et mettant en évidence des facteurs d'influence particulièrement fins, dans le but de mimer, de modéliser avec la plus grande précision possible une consommation d'énergie ou de fluide. Toutes les usines ne sont pas aujourd'hui prêtes totalement pour le jumeau numérique, et une situation qu'on a rencontrée pourtant dans l'industrie de l'aluminium dont on parle là, c'est qu'en fait, une première valeur a été de pouvoir calculer en temps réel la consommation spécifique de chaque batch. Vous voyez des batchs ici, donc des courbes, vous voyez en rouge la production, avec des valeurs à droite qui se promènent entre 40 et 50 et 55 tonnes. Et vous avez des ratios en kilowattheure par tonne sur l'échelle de gauche. Vous constatez logiquement que les plus grandes productions ont les meilleures performances, et l'inverse est vrai aussi. Et là, l'intérêt était de pouvoir calculer, dès la fin du batch, de voir afficher la consommation spécifique. C'est quelque chose dont on a vu qu'il y avait une première valeur avant même de parler de jumeaux numériques. Et donc là, on met en évidence de la variabilité. Sur cette base, on a analysé des données historiques pour trouver les variables d'influence et créer un modèle qui a ensuite été mis en production, et c'est ce qu'on voit sur la slide suivante. Alors voilà, celle-ci, donc un modèle avec une assez bonne précision, 94%, qui nous permet, une fois mis en production, de lever des alertes sur consommation. Et
dans l'analyse historique, dans notre approche, hein, on vient calculer un potentiel de gain. Donc, selon l'objectif que peut se donner l'industriel de ramener les performances à telle valeur des meilleures performances, donc c'est évidemment pas une valeur fixe, hein, c'est un compromis, un optimum, mais on trouve avec le client un compromis qui paraît acceptable entre un certain niveau d'exigence et un niveau d'alerte raisonnable. Et donc, la cible qui a été définie avec cet industriel est de 6%. Mais une fois qu'on a défini une telle cible, la difficulté est, au fait, comment trouver réellement ces pistes de gains énergétiques. Et pour ça, on a besoin d'échanger avec le client. Donc, on a un service d'Energy Manager qui analyse les données et qui échange régulièrement avec les clients. Et sur la slide suivante, on voit un exemple de focus finalement sur un batch. Donc là, vous voyez un batch de manière un petit peu plus précise avec des données 30 secondes et des consommations en rouge. Et vous voyez des températures dans les deux courbes bleues et rouges tout en haut. Vous voyez des ouvertures de porte en bas, c'est les petits points. Et ce type de courbe analysée précisément nous permet de mieux comprendre les écarts entre les moins bons et les meilleurs batchs. Donc vous comprenez que l'approche consommation spécifique que j'ai montré au début, modèle et cette approche détaillée permettent de mieux comprendre les voies d'optimisation. Et donc là, sur ce client, les pistes de gain ont été identifiées et les tests sont en cours. On peut passer au deuxième cas. De la même manière, là, on est dans un procédé continu, une ligne de galvanisation dans la sidérurgie. Et donc là, vous voyez un modèle plutôt précis. Là encore, on a une précision de 94%, avec un premier repérage d'anomalies, des alertes sur consommation. Sur la slide suivante, on voit un focus sur une partie un peu plus resserrée. On peut changer de slide, Arthur, si tu veux bien. Voilà, donc vous voyez que le modèle suit quand même bien la réalité. On a identifié, on était sur l'usine complète, mais là je vous montre simplement une ligne un petit peu exigeante, plutôt bien suivie. On avait identifié un potentiel de gain de 1,7%. Et là, de la même manière, on doit après aider le client à repérer les anomalies qui vont permettre progressivement de concrétiser, ce qui est le plus important, ce potentiel de gain. Et donc là, parmi les anomalies repérées, eh bien, on peut revenir à la slide précédente. Voilà. Parmi les anomalies repérées, on a un non-respect en fait des consignes de température. C'est très léger, hein, c'est ténu. Là, on cherche des gains très faibles, hein, 1,7%, c'est pas énorme. Mais voilà, on constate qu'il y a une certaine fraction du temps, 80% du temps en l'occurrence pour cette ligne-là, 10 degrés d'écart entre la consigne théorique et la consigne et réellement la valeur appliquée. C'est discret, ça permet d'aller vers une bonne partie de ce chemin vers les 1,7% d'économie. On peut aller à la slide suivante. Le dernier cas, c'est cette fois sur l'industrie mécanique. On n'est pas sur un procédé bien défini comme les deux cas précédents. On est sur la moitié de l'usine. Je peux en parler parce que c'est un cas qui a été présenté, et, y compris à l'ET2E, le correspondant du site est venu présenter à un moment avec nous. Donc là, c'est le site SKF à Saint-Cyr-sur-Loire, production de roulements à billes, et on est sur la moitié de l'usine. Le périmètre représente en énergie 1 million d'euros sur le périmètre qui nous intéresse, 300 000 euros d'air comprimé, 700 000 euros d'électricité. On a analysé les données historiques, on a détecté un potentiel de gain initial de 3,6%, qui n'est pas très élevé et qui vient du fait que ce site était très bien suivi en énergie depuis 3 ans par une équipe vraiment très focalisée sur comment réduire la consommation de week-end, notamment d'air comprimé, comment bien arrêter les machines. Ils ont des arrêts de nuit aussi dans certains cas. Donc, il y avait un suivi déjà bien avancé et ils ont voulu nous tester avec l'idée que l'IA pouvait les aider à progresser. Donc, on a mis en place un modèle sur l'électricité et un modèle sur l'air comprimé. Sur l'électricité, on était à 97% de précision, ce qui prouve bien qu'il y avait une très bonne maîtrise de l'électricité. Et sur l'air comprimé, 95% de précision. Et vous avez ici les vues des deux modèles en production dans la plateforme. En haut, c'est l'électricité, en bas, c'est l'air comprimé. Les améliorations sont en bleu et les écarts qui sont en détérioration par rapport au modèle sont en orange. On constate qu'il y a vraiment une très très bonne maîtrise
en semaine. Vous avez une semaine complète là, avec plutôt un petit peu d'orange et un peu de bleu, mais très léger en semaine sur la partie électricité. Par contre, il y a eu du gain le week-end, significatif, mais pas énorme sur ce périmètre-là. Le gros gain a été surtout obtenu sur l'air comprimé, avec des améliorations assez spectaculaires le week-end, mais également en semaine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé le modèle pour mieux comprendre où pouvait y avoir des anomalies et régler dans un premier temps des anomalies assez évidentes liées à la bonne fermeture des vannes avec l'arrêt des lignes de production. On avait là 8 lignes de production qui tournaient sur cette partie-là. Et ensuite, ils ont utilisé le modèle pour aller un cran plus loin, ayant pris vraiment confiance dans le modèle, en testant des actions d'amélioration. Et on aime bien cette façon de faire. Ça suppose bien sûr que les sites aient pris confiance dans le modèle, hein, c'est évident. Mais voilà, en se disant, après tout, le modèle a appris sur une certaine configuration. Et maintenant, si on teste l'action, qu'est-ce que le modèle va dire? Et ils ont utilisé cette méthode pour réduire les pertes de charge en dirigeant différemment les flux aéroliques et réduire tellement les pertes de charge qu'au global, le débit de base a pu être divisé par 2. Et donc, on arrive maintenant à une situation où eux-mêmes, donc le gain a été démontré en 2019, 3,6%. Dans l'année un petit peu compliquée qu'on a eue, qui a impacté le site, mais pas tant que ça finalement, l'objectif n'a pas été de chercher à progresser sur cette cible. Le site considère qu'ils sont déjà à un bon niveau de maîtrise. Ils ne cherchent pas à aller beaucoup plus loin maintenant. Ils cherchent surtout à tenir la performance parce que dans le passé, ils se sont rendus compte que ce qui était difficile, c'était de maintenir la performance énergétique. Et donc, aujourd'hui même, le message passé par le site est de dire, voilà, on n'est pas sûr d'être nickel tout le temps sur la performance énergétique, mais on est sûr qu'avec l'outil qu'on a en place, ben, on ne pourra pas dériver. Et on a été témoin assez récemment du type d'échange, donc des mails envoyés à tous les services en indiquant regardez à tel endroit, vous avez pu enregistrer une amélioration, c'est très bien, ou bien attention, là vous êtes en écart. Et c'est la manière dont l'outil est utilisé. On peut arriver à la dernière slide, je pense. Voilà, en résumé, notre approche, c'est de valoriser les données existantes grâce à l'intelligence humaine et artificielle. Vous voyez bien la combinaison des deux. C'est à la fois un outil qui vient faire des calculs intéressants, les batchs, le jumeau numérique avec l'IA, mais aussi l'intelligence humaine, la bonne volonté des hommes, à la fois des équipes Energency et du client, pour concrétiser des économies durables d'énergie et de CO2. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on peut passer au prochain intervenant et je serai ravi de répondre à vos questions tout à l'heure. Thierry. Hop. Donc, Louis Doucet de Bluey, qui est un service d'Engie Solutions. Je vais juste resituer un peu ce qu'on fait chez Bluey. Donc, Bluey, chez nous, on propose des solutions digitales qui sont dédiées à la performance énergétique et environnementale des sites industriels, ainsi qu'un accompagnement en efficacité énergétique. Donc, chez Bluey, on est une équipe donc pluridisciplinaire qui comprend notamment des ingénieurs énergéticiens certifiés CMVP, des auditeurs ISO 50001, des ingénieurs IoT, des data scientists et des développeurs informatiques. Donc, cette équipe pluridisciplinaire nous permet d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de la collecte de données jusqu'à l'accompagnement énergétique. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de dégrossir un peu ces notions de jumeaux numériques et de contextualisation de la donnée. Donc, Thierry a évoqué ces jumeaux numériques. On va voir ensemble un peu à quoi ça correspond. Et dans un second temps, Zoher, que je laisserai se présenter, mettra en avant un cas d'usage en fait pour illustrer un peu, pour mettre en lumière ces notions-là. Donc, qu'est-ce que c'est un jumeau numérique chez Bluey? Donc, un jumeau numérique, c'est avant tout un modèle numérique, donc d'un processus, d'un objet ou d'un système, au travers desquels on va faire transiter des données brutes qui vont être contextualisées. Et ça va nous permettre de mettre en avant des informations et des propriétés qui vont être utiles aux clients. Donc, ces jumeaux numériques sont généralement mis à jour en temps réel et ils conservent également un historique de données qui est, là encore, à définir de la manière la plus adaptée pour le client. Donc, ce qu'on peut voir sur le schéma là, qui est affiché, c'est que le jumeau numérique peut être couplé à différentes technologies. Donc, Thierry nous a parlé d'intelligence artificielle.
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jumeau numérique, ça va être le fait de contextualiser la donnée, de remettre la donnée en lumière vis-à-vis de toutes les informations métiers qu'on a. Et donc, on va pouvoir y coupler une intelligence artificielle pour obtenir des modèles prédictifs. On va pouvoir y coupler une maquette 3D, des modélisations 3D pour arriver sur du BIM. Le BIM, pour rappel, c'est le Building Information Modeling. Et puis, on va pouvoir le coupler à une plateforme digitale, donc pour avoir des tableaux de bord, etc. Donc maintenant qu'on a revu un peu ce que c'était un jumeau numérique, on va s'intéresser à une notion que j'ai évoquée qui est la contextualisation de la donnée. Qu'est-ce que c'est contextualiser la donnée? Pour nous, contextualiser la donnée, c'est comprendre d'où et comment arrive la donnée, à quoi elle correspond et quelle va en être l'utilité pour son destinataire. Donc cette compréhension, elle va permettre d'identifier le traitement le plus adapté pour chaque donnée et elle va permettre de déterminer, donc au travers de calculs ou de recoupements éclairés, les indications les plus judicieuses pour répondre aux besoins du destinataire. Alors pour illustrer un peu l'importance comme ça de cette compréhension de la donnée, je vous propose de regarder deux exemples de traitement de données, on va dire standard, qu'on utilise pour structurer un jumeau numérique et de voir un peu quel est l'impact du contexte de la donnée sur ce traitement. Donc, d'abord, on va voir une agrégation de la donnée. Donc, pour rappel, une agrégation de la donnée, c'est une opération qui permet d'uniformiser un pas de temps sur lequel remonte une donnée brute. Donc ça, ensuite, ça va pouvoir nous permettre, par exemple, de mettre en relation plusieurs jeux de données qui ne sont pas indexés de la même façon. Donc sur la slide, on peut voir, par exemple, que les données de 11h12, 11h14, on souhaite les mettre dans notre jumeau numérique sur 11h10. Et enfin, voilà, on va avoir qu'une seule valeur à retenir et on a deux valeurs en entrée. Et c'est là un peu que l'expertise métier de Bluey va entrer en jeu. Et donc, voilà, on va regarder avant tout, avant de faire cette structuration, quelle est l'utilité. Pour un relevé de température, par exemple, on va choisir de retenir la moyenne des deux valeurs reçues ou des trois valeurs reçues pendant cet intervalle de temps. Pour un dernier point, pour l'état d'un équipement, désolé, donc en marche, en sous-tirage, etc., on va choisir de retenir le dernier point, qui sera celui qui est le plus à jour. Et enfin, pour un compteur d'énergie, on va plutôt agréger sur la somme des valeurs reçues. Après, en fonction des utilités, on a également la possibilité d'agréger selon plein d'autres critères, le maximum, la médiane, le décompte de points reçus, etc. Donc, je vais vous montrer un deuxième exemple de traitement de données. Voilà, le remplissage de la donnée. Donc ça, le remplissage, c'est une fois qu'on a fait l'agrégation de nos données, on peut avoir des pas de temps sur lesquels il n'y a pas de données. Et en fonction de l'utilité, encore une fois, pour mettre le jumeau numérique, on va dire, dans son contexte, on va aller chercher un peu quelle est l'utilité pour trouver le traitement le plus adapté. Par exemple, sur ce slide, on a 5 exemples. Un incident ponctuel, on va chercher à le tracer. Alors, on va le laisser tel quel. Quand on veut suivre un prix, mais qu'on ne reçoit pas le prix tous les jours, on va pouvoir, on va dire, prolonger le dernier point reçu. Le prix reste actuel jusqu'à ce qu'il soit mis à jour. Pour un prix qui a une échéance connue, et pour lequel on va, pour une raison inconnue, pas recevoir de mise à jour, on peut choisir de contrôler la durée de prolongement de la donnée. Pour un index de consommation, on a également la possibilité de faire un remplissage de la donnée suivant une régression linéaire. Pour un suivi de qualité, on peut également partir sur un remplissage de données qui va aller donc du dernier point reçu vers le point précédent. J'espère que ces deux notions Non, tu peux passer au... J'espère que ces notions vous ont permis un peu de comprendre l'impact en fait du métier et du contexte sur la création d'un jumeau numérique. Je vais maintenant passer la parole à Zoher, qui va pouvoir mettre en fait la lumière sur ces notions un peu théoriques qu'on a abordées ensemble au travers d'un cas concret. Merci Louis. Merci Louis d'avoir détaillé un peu les différentes façons de structurer. On voit bien qu'il y a quand même un choix à faire quand on fait de la structuration. C'est un travail en binôme entre la data et le métier. Donc là, sur la slide suivante, là, je vous veux présenter un exemple de modélisation qui nous a permis de réduire la consommation énergétique
d'un cycle combiné, réduire la consommation énergétique des phases de démarrage d'un cycle combiné. J'insiste sur les phases de démarrage. Donc, juste pour rappel, le cycle combiné, c'est un cycle thermodynamique qui permet de transformer l'énergie de combustion, par exemple ici du gaz naturel, en électricité via des turbines, via une turbine gaz et des turbines vapeur. Donc là, dans cet exemple, on s'est intéressé donc à une centrale électrique qui travaille qui est utilisée pour compenser de la production photovoltaïque. Ce qui fait que sur ce cas d'usage, on a au moins un arrêt démarrage par jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ici, dans la structuration de données, vous allez voir, on a une base de données brute qui arrive. Et cette base de données-là, elle va être traitée de 3 manières différentes. Donc, on va s'intéresser aux arrêts du cycle combiné, on va s'intéresser au régime permanent, et on va s'intéresser aussi ici, dans cet exemple-là, on va mettre un focus sur les démarrages du cycle combiné. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, si on avait juste un seul démarrage, par exemple, quelques démarrages par an, il n'y aurait pas un enjeu énergétique sur ces régimes transitoires. On aurait juste un régime permanent sur lequel on va juste traiter, agréger facilement d'ailleurs les données brutes pour aller chercher de l'information derrière. Donc là, sur les phases de démarrage, ce qu'on peut faire, ce que je veux dire sur les phases de démarrage, on va traiter donc la donnée brute pour générer un jumeau numérique qui va nous permettre derrière d'aller chercher des optimisations énergétiques. Ici, ce qui nous intéresse, point de vue métier, c'est de réduire la consommation de gaz lors de ces phases de démarrage. Vu que c'est des phases où on n'est pas en régime établi, donc on a des rendements très faibles de production d'électricité, donc on n'a pas intérêt, par exemple ici, à trop tarder à avoir des démarrages très longs, par exemple. Donc là, les données, ici, cette phase-là de démarrage, c'est des données agrégées, contextualisées, qui vont décrire donc le cycle combiné, turbine à gaz et turbine vapeur. Donc, je vais juste répéter un truc, c'est que la structuration et la contextualisation de la donnée nécessite, donc, ce que je l'avais dit tout à l'heure, c'est nécessite une expertise data, mais aussi une expertise métier. Elle consiste à traduire les données brutes et les rendre compréhensibles pour la data, pour le métier et aussi pour l'intelligence artificielle. Donc, le jumeau numérique qu'on va obtenir est impacté par le choix des modèles de structuration. On a eu des exemples avec Louis. Il est donc nécessaire que cette modélisation-là réponde à un besoin précis. Donc, en fait, il n'y a pas un seul jumeau numérique. On peut lancer le débat. Pour moi, il n'y a pas un seul jumeau numérique. Le jumeau numérique, il est conçu pour répondre à un besoin, en gros. Et là, par exemple, dans cet exemple-là des démarrages du cycle combiné, on va d'abord comprendre, c'est la première étape de contextualisation de la donnée. Pour moi, c'est d'abord comprendre la procédure des démarrages, comprendre quelles sont les différentes étapes de démarrage. Donc là, c'est un travail qui est fait avec le data engineer, avec l'ingénieur efficacité énergétique et aussi avec les opérateurs qui pilotent le process, qui savent quels sont, comment ils démarrent et quels sont les paramètres qui pilotent derrière. Donc là, une fois qu'on a compris ça, on va concevoir et déployer un algorithme de structuration de données qui va détecter automatiquement les démarrages et les différentes étapes. Donc ça, c'est vraiment une étape cruciale parce que c'est quelque chose qui est issu de la compréhension même du process. Une fois qu'on a ça, on va commencer à générer de la donnée contextualisée. Là, je donne un exemple, par exemple, la consommation de gaz. On a par exemple un débit de gaz. On a cette donnée brute. On a un débit de gaz. Par contre, ce débit de gaz, quand on va contextualiser ce débit de gaz, dans le cadre, par exemple, du démarrage, on va générer une nouvelle donnée, en fait. On va générer la consommation d'un démarrage. On va générer, c'est-à-dire la consommation totale du démarrage. On va générer la consommation des différentes étapes du démarrage
si on passe à une autre grandeur, par exemple juste la durée, on aura la durée, on va générer la durée de chaque démarrage, la durée de chaque étape d'un démarrage. On peut aller plus loin, en fait, c'est toute la donnée. Là. On va faire un choix, en fait, sur toute la donnée brute pour la contextualiser dans le cadre de ce démarrage-là. Et ça va nous permettre, en fait, de construire une base de données qui va permettre derrière de faire des comparaisons entre les démarrages. On peut derrière commencer à essayer de, en fait, on peut derrière, donc cette donnée-là, elle va être utilisée directement par le métier et par la data science pour aller chercher de la connaissance un peu plus profonde. Voilà un peu ce que je voulais montrer. Là, dans ce cas-là, par exemple, un simple exemple qui est évident, par exemple, on peut tracer la consommation de gaz des démarrages en fonction de la durée. Donc là, on peut carrément, dans ce cas-là, on avait vu qu'il y avait une corrélation directe. C'est des choses évidentes qu'on peut regarder. Par contre, qu'on ne peut pas tracer directement, qu'on peut pas retrouver directement dans la donnée brute. Si on injecte directement la donnée brute dans un outil de data science ou une plateforme digitale, on ne peut pas aller tracer directement ces courbes-là. Là, ce qui permet aujourd'hui de faire ces analyses-là, d'optimiser, d'aller chercher, d'ailleurs ici on est allé chercher 10 à 15% de réduction sur la consommation de ces démarrages. Ce qui a permis de le faire, en fait, c'est cette contextualisation. Voilà un peu le retour d'expérience qu'on voulait vous faire. J'espère que c'est un exemple qui permet un peu de mieux appréhender cette notion de contextualisation de la donnée. Je vous remercie. Arthur, tu peux reprendre la main ou Oui, voilà, j'arrive. Pardon. Merci à tous nos présentateurs du coup pour vos présentations qui sont complémentaires et très claires sur l'approche que vous proposez à chacun d'entre vous. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est déjà juste de refaire une petite, comment dire, de refaire un format table ronde. Donc, je vous invite à poser des questions sur le chat. Et puis, je vous redonne juste ma première question, ma perception de ce qu'on a pu se dire. Pour moi, les outils que vous présentez, c'est des outils d'aide à la décision qui permettent de visualiser des infos auxquelles on n'a pas forcément accès dans les routines opérationnelles. Encore faut-il savoir s'en servir, avoir un œil critique. Donc, il y a vraiment cette notion de compétence métier que vous êtes capable d'apporter par des services associés, comme ceux d'un accompagnement d'un energy manager. Et puis, vous faites aussi du sur-mesure parce que vous arrivez à packager une approche, mais il y a vraiment du sur-mesure qui est fait en fonction des données sortantes qui sont souhaitées par le site, et puis aussi en fonction du niveau de maturité du site, donc que ce soit du point de vue matériel, communication, comme du point de vue humain, compétences métiers. Donc, déjà, je laisse les intervenants me corriger si j'ai dit une bêtise. Et puis, je les invite ils ont tous rallumé leur caméra, donc c'est parfait. Je les invite chacun à leur tour à répondre à plusieurs questions. La première que j'aurais envie de poser, ce serait de savoir un petit peu quelles sont les contraintes de mise en œuvre, nous partager quelques retours d'expérience terrain sur les difficultés justement de déploiement, de bonne intégration que vous avez pu avoir chez certains industriels. Qui souhaite prendre la parole en premier sur cette question? Écoute, je peux commencer si vous le souhaitez. Pour répondre à cette première question, je vais faire très rapide. Hein, je peux dire un élément de réponse pour vous laisser la parole ensuite derrière à Thierry et Zoher. Mais par exemple, si pour les difficultés, tu disais difficultés d'intégration, hein, par exemple. Je pense que au-delà
je mettrai pas en évidence de difficultés techniques forcément parce qu'on trouve vraiment toujours des solutions. Je dirais que la plus grosse difficulté qu'on a, nous, c'est plutôt de pouvoir identifier le bon interlocuteur côté client pour récupérer la donnée parce que voilà, côté client, l'informatique, c'est pas son cœur de métier. Et par exemple, une ouverture de flux, en soi, c'est très rapide, c'est 10 minutes quand on a la bonne personne. Mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir savoir qui va valider et quelles sont ses conditions pour qu'il valide et qu'ensuite ce soit la bonne personne qui fasse l'intervention. Et donc voilà sur la partie IT, mais aussi sur la partie récupération de données plus automatisme. C'est dur, par exemple, de récupérer le bon document. Par exemple, tout simplement, il nous faut souvent des tables d'échange quand on se connecte à un automate et les tables d'échange peuvent ne plus être à jour ou on n'a pas l'information où elle est. Donc, je parlerai pas de contraintes techniques, mais surtout voilà, d'avoir le bon interlocuteur qui va pouvoir prendre la décision et avoir l'information technique informatique alors que c'est pas le cœur de métier du client. Moi, je vais bien compléter sur ce que vient de dire Sandra en ajoutant un autre interlocuteur qui va être une personne de la production. En effet, on constate que récupérer les données énergie fluide est généralement assez facile en provenance des GTC via des exports. On a quelques difficultés parfois, mais en général, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, on constate que les energy managers, qui sont souvent nos interlocuteurs, sont moins familiers avec les données de production qui vont être, vous l'avez compris, une de nos matières premières à nous dans l'analyse très importante. Et il y a plusieurs sources de données, plusieurs systèmes à aller collecter, et donc on trouve que s'assurer assez tôt la présence d'une personne de la production pour bien comprendre ces données est un point important. Merci pour les réponses, Arthur. Je propose qu'on prenne aussi des questions qui ont été posées par les participants. Donc, je commence par la première, une question de Thomas Houet. Donc, bonjour, quels sont les modèles de prédiction que vous utilisez? Régression, réseau de neurones? Je ne sais pas qui veut répondre. Nous, on a trouvé que les réseaux de neurones n'étaient pas les plus performants. On les teste régulièrement, mais en général, on est plutôt sur des modèles de type machine learning. Mais voilà, on reste ouvert, on contrôle. Et d'ailleurs, je vous dirais que même nos modèles machine learning, on les teste avec des bonnes régressions multilinéaires, dans la mesure où aussi le surcroît de précision n'est pas énorme. Souvent, ça sera plus simple pour le site d'utiliser une régression qu'il peut comprendre avec des facteurs explicites plutôt qu'une équation, enfin plutôt que justement un modèle sans équation, non explicite, peut-être plus précis, mais dans un mode un peu plus boîte noire. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la confiance est clé. Et voilà, si une régression multilinéaire est de bonne qualité, on pourra peut-être la privilégier en accord avec le client. Ouais, je confirme que les régressions linéaires peuvent couvrir pratiquement 80% du besoin de modélisation. Merci. Une question pour Dalkia Analytics. Une question de Tienne Truon. Le grand public a-t-il accès à Dalkia Analytics ou c'est uniquement en interne? Sinon, pourquoi avoir fait ce choix? Alors, c'est bien un service qui est destiné au grand public, hein, qu'on n'utilise pas uniquement en interne. Là, c'était juste pour c'était pour la présentation et pour la cohérence de nos présentations entre Energency et Bluey. Voilà, j'ai fait le focus on a déjà fait des webinaires où on était là avec 2 clients, avec Bonduel et Tereos pour expliquer ce qu'on avait pu faire chez eux au niveau de leurs usages énergétiques. Plutôt le pendant de ce qu'a présenté Thierry d'ailleurs. Mais là, l'idée, c'était de montrer que on le vend à nos clients, mais on y croit et du coup, évidemment, on l'utilise chez nous. Donc, c'était pour ça que j'ai fait ces exemples-là. Mais oui, c'est à destination de nos clients. Je lis une question pour Monsieur Hadid de la part de François Evano. Quand vous mentionnez une base de données sur le CCG, est-ce que vous parlez de data issue d'Historian Py ou bien avant Py?
J'avoue que personnellement, j'ignore la provenance sur ce site-là que j'ai présenté. Hein. J'ignore la provenance de la donnée. Mais ce que je considère aujourd'hui donnée brute, c'est ce qui arrive directement chez nous. Dans ce cas-ci. Hein. Sinon, sur ce site-là particulièrement, j'ai pas l'historique. Je ne sais pas si ça a été prélevé directement, si ça vient directement de Data Historian ou de PI. Oui, mais je confirme qu'on a des sites où c'est prélevé directement de PI aussi. On a une question intéressante sur la fiabilité aussi par Guillaume Lecor. Voilà, on sait qu'un modèle est toujours limité par la qualité des datas qu'on lui fournit. Comment est-ce que tous les trois, vous gérez la possibilité qu'il y ait une dérive de capteur et donc qu'il y ait une erreur dans le modèle ou qu'il y ait de fausses économies qui soient annoncées? Comment est-ce que vous fiabilisez votre approche? Oui, je peux Je dirais prendre que le le sujet. contrôle. Ah, ok, je répondrai après. Non, je prendrai après toi. Ok, moi je dirais que le contrôle de la qualité de la donnée est vraiment clé et en fait la réponse c'est plutôt de multiplier les contrôles et bien sûr de les automatiser. Typiquement, si on a un ratio qui évolue, ça va être le signe que quelque chose se passe. Et ça peut lever une alerte effectivement qu'un capteur est en train de dériver. Donc voilà, j'aurais cette réponse de suivre les capteurs individuellement. Il est possible de repérer des dérives en tant que telles, donc avec des contrôles portés sur les capteurs. Mais je dirais qu'un premier niveau, c'est d'aller vérifier l'évolution des ratios. La ratio clé, si on regarde par exemple un rendement de générateur vapeur kilowattheure par tonne, évidemment, si l'un des deux ratios, l'un des deux capteurs gaz ou vapeur évolue, le ratio va évoluer. Et c'est ça qui peut alerter et nous amener à focaliser pour comprendre l'origine du problème. Oui, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que d'une part, on va avoir des alertes automatiques donc sur le contenu de la donnée qu'on reçoit, sur sa qualité, c'est-à-dire est-ce que la donnée est vraiment présente dans la variable, etc. Donc ça va être vraiment des automatismes. On va recevoir des alertes mail, etc. Et puis d'un autre côté, on va avoir aussi des alertes métiers qui vont être décidées avec le client, qui lui connaît son process la plupart du temps et ou autrement, on va pouvoir chercher à l'accompagner là-dessus et donc détecter peut-être les signaux d'une problématique avec lui. Et puis ensuite mettre des valeurs seuil, voilà, des alertes qui sont adéquates en fait. Oui, bon, bah, ça a bien été expliqué, mais bon, je vous confirme qu'on travaille de la même façon chez Dalkey Analytics. On a la partie implémentation de la solution où là, on va faire une première analyse de cohérence pour déjà détecter si on a des données qui sont aberrantes. Et ensuite, derrière, comme l'expliquait Energency et Bluey, on peut mettre en place des algorithmes automatiques donc qui vont mettre en évidence quand il y a un problème de données, que ce soit un trou de données d'ailleurs, quelque chose qui remonte pas, ou alors un capteur incohérent. Et puis on peut aussi, en plus de repérer ces incohérences, faire des corrections automatiques dans certains cas. Par exemple, si on a un petit trou de données, on peut mettre des règles pour le remplir de façon automatique. Absolument. Bien. Une autre question aussi intéressante, je pense, qui est adressée à tout le monde, une question de Charlotte Daoudi qui pose la question de la fiabilité toujours des jumeaux numériques et surtout si ces jumeaux numériques ont suffisamment d'historique pour être adaptés et déployés au sein des hôpitaux. Merci Charlotte pour cette question. Effectivement, le cas des hôpitaux est intéressant. Oui, alors c'est vrai que le cas des hôpitaux est intéressant. C'est bien de parler de ça parce que par exemple, Dalkey Analytics, nous, ça a été développé pour au début s'adresser à nos clients industriels et en fait, ça y est, on a commencé à déployer sur plusieurs hôpitaux parce qu'on a considéré que ils consommaient beaucoup d'utilités et ils avaient d'utilités différentes et ils avaient bien sûr des contraintes de fonctionnement qui étaient très importantes liées à la santé des personnes. Donc, on a également des clients hôpitaux. Et alors, vous parliez donc de profondeur d'historique nécessaire, suffisant. Pardon, j'ai plus la question en tête.
suffisamment d'historique pour adapter, eh bien, on est dans le même cas que pour un site industriel. C'est vrai qu'on essaye de récupérer les historiques de données disponibles pour pouvoir créer nos modèles, bien sûr. Donc, en fait, un historique de données suffisant, c'est un historique qui va permettre au modèle de voir la variabilité du contexte, des choses qu'il va rencontrer pour pouvoir apprendre sur un échantillon représentatif. Donc, par exemple, quand on a des consommations qui varient par rapport au climat, eh bien sûr, il faut qu'on ait vu plusieurs saisons. Mais sinon, pour d'autres types de processus, on peut avoir des durées plus petites qui sont utilisables. Mais oui, l'idée est bien de récupérer des données déjà disponibles. Et après, je pense que je peux parler au nom de nous trois. Nos solutions aussi permettent de créer de l'historique au fil du temps et donc de faire réapprendre nos modèles une fois qu'on a de plus en plus d'historique pour qu'ils soient plus fiables. Je vais rajouter juste un truc, c'est qu'il faut faire attention à la profondeur de l'historique. C'est quand c'est trop loin dans le temps, il se peut que ces données-là ne représentent pas l'usine. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Et après, ce que nous, chez Bluey, on fait aussi, c'est d'aller chercher la donnée qui manque. Donc, on va instrumenter aussi derrière. Il faut regarder le plan de comptage aussi. Il ne faut pas aller se contenter de la donnée qui existe. S'il faut instrumenter, aller chercher des compteurs, il faut le faire. J'ajouterais que chez Dalkia, effectivement, on va regarder ces aspects saisonniers chez Emergency. On regarde les aspects saisonniers sur une période de 18 mois quand l'activité le justifie. On a ces activités saisonnières qu'il faut arriver à prendre en compte ou de la météo. Et donc, on peut, comme vient de le dire Zoé, vraiment focaliser. Tout va dépendre de la fréquence d'acquisition et des batchs qui sont faits très régulièrement vont très vite accumuler beaucoup de données. Donc, on aura peut-être des fois en 2 mois, 3 mois, on aura déjà suffisamment d'informations pour avoir largement de quoi entraîner des modèles. Je réponds en même temps à la question de Fabrice Petit-Frère. Et effectivement, nous, on n'a pas de cas d'usage chez Emergency dans les hôpitaux aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est complètement adapté. Et nous, on est très focalisé industrie maintenant, mais on s'intéressera aussi, on commence à le faire à du TSR complexe, donc les hôpitaux seront un bon sujet pour nous aussi. Je rebondis sur une question qui a été posée par Monsieur Poncelet sur, on va dire, l'utilisation les changements de vecteurs énergétiques. Donc, typiquement, consommer du gaz pour produire de la vapeur ou consommer de l'électricité pour produire du froid. Comment est-ce que vous intégrez justement les notions de performance de ces producteurs ou de ces changements de vecteurs dans vos jumeaux numériques? Est-ce que vous êtes basé sur des tests sur place, sur des valeurs théoriques issues des datasheets des fabricants? Est-ce que aussi vous intégrez des notions d'usure, de dégradation des performances? Comment est-ce que vous approchez ces sujets? Alors, moi, j'entends dans la question un peu l'idée d'un modèle physique qui viendrait prendre les différents éléments du système en indiquant les contraintes et les modes et les paramétrages des différents éléments. Nous, on ne fonctionne pas tellement comme ça. On va raisonner plutôt identifier une variable à prédire et identifier des variables explicatives. Au milieu, il y a des équipements, il y a des performances, mais en fait, tout ça va être intégré dans le modèle. C'est très différent d'une approche physique qui chercherait à justement définir par avance les composantes du système. Donc, ça peut être un petit peu troublant, c'est un petit peu le côté boîte noire dont je parlais, mais quand on voit la précision de modélisation de la variable à prédire, on est tout de suite rassuré. Et donc, ça veut dire que ces valeurs-là sont de base intégrées et quelque part entre les variables explicatives identifiées et reconnues comme pertinentes par le modèle et la variable à prédire, si par exemple on a un rendement de générateur qui était constant, ça n'arrive jamais, mais imaginons que ce rendement de générateur soit constant, du coup ce rendement ne serait pas pris en compte par le modèle tout simplement, parce qu'il n'a pas de variable de facteur explicatif, de pouvoir explicatif de la variable à prédire. Voilà. Si par exemple, à l'inverse, ce rendement ou la performance de cet équipement varie et est considéré par le modèle comme utile pour bien prédire la variable à prédire, au contraire, il vient être ressorti et là, tout d'un coup, on voit arriver ce rendement très clairement dans les variables influentes et ça interpelle, on dit tiens, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose à regarder. Voilà.
Oui, je confirme aussi la façon de travailler qu'explique Thierry. Peut-être pour compléter dans d'autres cas qu'on peut traiter nous aussi, des cas où justement la donnée n'est pas disponible, où justement on veut faire de la simulation de changement d'équipement, changement d'assets. Ça peut là nous arriver d'utiliser des datasheets constructeurs par exemple, ou des ordres de grandeur qu'on va pouvoir connaître nous par expérience. Mais c'est dans ce cas précis-là. Oui. Voilà. Ouais, je rajoute juste que nous, on s'empêche pas, en fait, chez Bluey, on s'empêche pas d'aller faire même des modélisations, c'est-à-dire des modèles énergétiques, même au régime dynamique, si on est confronté à un problème où on veut vraiment comprendre la physique et aller comparer les modèles théoriques avec les données qu'on reçoit. Ça permet aussi de voir de comprendre aussi s'il y a de la donnée aberrante, en fait. Je vois une question sur la fréquence de variation d'activité dans un hôpital. Quand on voit la courbe de charge d'un hôpital, en fait, c'est ultra stable et il y a des variations de consommation d'énergie et de fluide à la marge. Et c'est ça qui est d'ailleurs très difficile, très intéressant à étudier dans un hôpital. Mais on peut vous répondre qu'il n'y a aucun souci à intégrer la variation du nombre de lits, de blocs ouverts. Et de la même manière que j'ai répondu tout à l'heure, le modèle verra très bien s'il a besoin d'aller chercher telle ou telle info pour expliquer la variable à prédire qui va pouvoir être le fluide, ça peut être des consommations d'eau, ça peut être de la ventilation, de l'air comprimé, tout ce qu'on veut, et bien sûr la chaleur. Donc, aucun souci. Hein, et nos modèles ayant été développés dans des cas assez exigeants que sont l'industrie, on a tous en tête des cas très particuliers et de très bonnes performances des modèles dans ces cas-là. On n'a aucune difficulté à les adapter au secteur hospitalier. Ah oui, la personne fait une précision Thierry en disant qu'elle pensait à un changement d'équipement ou à l'intégration d'un nouvel équipement. Donc là, bien sûr, s'il y a un nouvel équipement, faut bien sûr récupérer, commencer à créer un historique avec les données de fonctionnement une fois que l'équipement est en place pour pouvoir faire apprendre le modèle de nouveau. Ou alors, comme je disais, pouvoir utiliser des données style de datasheet pour essayer de commencer à faire quelque chose sans avoir cet historique de données qui est disponible. Effectivement, l'idée, c'est de réentraîner le modèle si le changement est majeur, bien évidemment. Oui. J'ai une question avec un petit peu plus de hauteur. Du côté des leviers et des incitations, enfin on va dire du passage à l'acte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui serait existant? Moi, je pense pas me tromper en disant qu'aujourd'hui, il y a des incitations de type C2E aux subventions qui sont pas forcément très conséquentes. Mais peut-être aujourd'hui, quand on voit l'évolution des cours du gaz et de la tonne CO2, il y a un regain d'intérêt. Mais vous avez peut-être aussi, vous aussi, une vision de ces différents leviers et incitations qui peuvent arriver chez vos clients. Concrètement, chez nos clients, on voit que la prise de conscience de l'importance de la facture énergétique a vraiment évolué. On voit qu'on n'a plus les mêmes interlocuteurs qui nous parlent de ces sujets-là. Avant, c'était plus, par exemple, un responsable RSE ou quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est vraiment le directeur de site qui prend en compte cette information. Et sans compter aussi, en plus de cette dépense qui est de plus en plus importante, c'est aussi le fait qu'on regarde notre impact écologique et donc les sites industriels le font également. Donc je dirais, c'est ces deux éléments-là majeurs, c'est vraiment le prix de la facture énergie et puis l'impact environnemental du site industriel. Tout à fait. Nous, on voit que le gain direct, hein, les économies attendues sont le gros driver avec maintenant, depuis un an, on va dire, hein, post-Covid, on voit le CO2, comme l'évoque Sandra, apparaître comme un driver très fort. On a maintenant des réunions qui peuvent démarrer par un tout petit exposé sur, voilà, le CO2, c'est plus une option, on a des objectifs très clairs. Voilà, comment vous pouvez nous aider à atteindre nos objectifs. Et
c'est assez réjouissant de voir ça, hein, de voir cette prise en main du sujet par les industriels, qu'ils soient grands ou petits, mûrs ou pas mûrs. C'est indépendant, hein, c'est vraiment une volonté qui commence à se déployer, c'est très intéressant. Ouais, je confirme que c'est l'impact carbone aujourd'hui qui drive un peu les sujets et qui amène aussi derrière, bien sûr, les sujets d'efficacité énergétique après. Et bien sûr, l'évolution récente des prix de l'énergie, enfin, leur envolée, refait sortir énormément de projets et ça va forcément développer des solutions, qu'elles soient logicielles ou ensuite même remise de nouveaux équipements. Enfin, il y a beaucoup de projets qui vont ressortir, là, c'est clair. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, je ne me trompe pas, qui ont été posées. Nadine, tu confirmes? Oui, je confirme, on a répondu à toutes les questions. De toute façon, on aura les questions et on pourra voir s'il y a des précisions apportées derrière. Bon, on voit que le débat est intéressant et on est au cœur de l'actualité, que ce soit sur la décarbonation, sur les économies d'énergie, puisque bon, on est dans l'actualité sur le prix de l'énergie aussi. Merci à tous pour cet échange. On voit aussi, selon les retours, qu'on va avoir des participants si on continue, parce que je rappelle, c'est le deuxième webinaire dans un cycle sur cette thématique. Donc, si on continue et s'il y a des éclairages qu'on peut apporter sur ce sujet, je rappelle juste que la T2E est en train de mettre à jour son répertoire pour les solutions logicielles des EMS. Donc, merci Jean-Marc Piatek qui pilote l'activité efficacité énergétique à la T2E de nous le rappeler. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous annoncer auprès de la T2E pour être présent dans ce répertoire. Donc, n'hésitez pas aussi pour les utilisateurs d'aller voir ce répertoire qui a été présenté par Arthur au début. Merci à tous. Merci aux intervenants, merci aux participants. J'espère que ça a été utile pour tout le monde. Merci à tous. Grand merci. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.